Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et le journal en langue française présenté ce soir par Ashraf Massoud et Nermine Bennormani. Bonsoir. Bonsoir Nermine, bonsoir tout le monde. On commence tout d'abord avec les principaux titres de l'actualité. « 203 prisonniers, dont une majorité de jeunes, graciés par le président Abdel Fattah el-Sisi, ont été relâchés aujourd'hui. L'administration Trump fait de premiers pas prudents sur le terrain du conflit israélo-palestinien avec la mission de l'envoyé américain Jason Greenblatt qui vise à explorer les possibilités de ranimer l'effort de paix moribond. La première ministre britannique Theresa May s'adresse aujourd'hui à la Chambre des communes, mise en difficulté par la demande de référendum d'indépendance de l'Écosse qui vient compliquer le Brexit. « 203 prisonniers, dont une majorité de jeunes, graciés par le président Abdel Fattah el-Sisi, ont été relâchés aujourd'hui. » Le président el-Sisi avait promulgué hier un décret amnistisant ces prisonniers accusés d'avoir participé à des manifestations non autorisées par les autorités. Le verdict final de la Cour avait accusé ces jeunes d'avoir violé la loi gérant la tenue de manifestations. La commission ministérielle des pays du bassin du Nil a terminé aujourd'hui ses travaux dans la capitale soudanaise Khartoum. Le ministre des Ressources hydrauliques et de l'Irrigation, Mohamed Abdelati, avait assisté aux réunions de la commission et avait discuté de l'initiative du bassin du Nil et l'accord d'Entebbe. Il est prévu que les résultats de ces réunions seront examinés par le Conseil ministériel du bassin du Nil lors de sa prochaine réunion à Ouganda pour parvenir à résoudre les problèmes et présenter des options qui peuvent faciliter une action conjointe des pays du bassin du Nil dans le but de conserver les intérêts de tous les pays. À noter que les récents pourparlers concernant l'initiative du bassin du Nil qui avait eu lieu dans la capitale tanzanienne Dar es Salaam en février dernier aspiraient à parvenir à une entente sur cette initiative. La bourse du Caire a clôturé sa séance d'aujourd'hui en baisse collective des indices. Le capital du marché a perdu 3,5 milliards de livres égyptiennes dans des transactions qui ont atteint près de 1 milliard de livres égyptiennes. Le principal indice EGX 30 a baissé de 1,08% pour atteindre 12 789 points. L'indice des petites et moyennes entreprises, EGX 70, a reculé de 0,23%. Et l'indice le plus élargi, EGX 100, a perdu près de 0,46% pour atteindre 1237 points. La mission de la Banque mondiale a confirmé aujourd'hui la capacité de l'économie de l'Égypte pour contribuer à l'amélioration du classement de l'Égypte dans le rapport de la pratique des affaires. Lors d'un entretien avec la mission présidée par le vice-président de la Banque, John Whistler, au siège du ministère, la ministre de l'Investissement et de la Coopération internationale Sahar Nasr a confirmé que le gouvernement œuvrait à réaliser un programme économique et social ambitieux pour subvenir aux besoins des citoyens et améliorer leurs conditions de vie. Elle a fait état de la prise des mesures économiques pour la réalisation de la croissance économique et à l'amélioration du niveau des affaires. L'administration Trump fait de premiers pas prudents sur le terrain du conflit israélo-palestinien avec la mission de l'envoyé américain Jason Greenblatt qui vise à explorer les possibilités de ranimer l'effort de paix moribond. Monsieur Greenblatt, assistant de Donald Trump et représentant spécial en charge des négociations internationales, s'est en effet entretenu avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et doit rencontrer cet après-midi le président palestinien Mahmoud Abbas. Les détails sur cette mission avec Péléa. Lors de ces discussions avec Jason Greenblatt, assistant de Donald Trump et représentant spécial en charge des négociations internationales à Jérusalem, Benjamin Netanyahou a dit croire que sous la présidence de Trump, il serait possible de faire progresser la paix entre Israéliens et tous ses voisins, y compris les Palestiniens.
M. Greenblatt a répété des principes déjà énoncés par Trump lui-même, l'engagement des États-Unis à assurer la sécurité d'Israël et la volonté du président américain d'aider Israéliens et Palestiniens à parvenir à une paix durable qui ne sera possible qu'à travers des négociations directes. Messieurs Netanyahou et Trump ont abordé l'épineuse question de la colonisation. Jason Greenblatt doit être reçu par le président palestinien Mahmoud Abbas mardi midi à Ramallah. Il s'agira du premier face-à-face entre le président palestinien et un représentant de la Maison-Blanche. Le déplacement de M. Greenblatt survient à un moment de profonde incertitude quant à l'évolution du conflit israélo-palestinien et aux intentions de Trump à ce sujet. L'effort de paix est enlisé depuis l'échec cinglant de la dernière initiative américaine en avril 2014, après des mois de discussions. L'effort de paix est moribond depuis l'échec de la dernière initiative américaine. La création d'un État palestinien coexistant en paix avec Israël reste la solution de référence de l'ensemble de la communauté internationale. Trump a semé le trouble en semblant prendre ses distances avec cette solution lorsqu'il a reçu le Premier ministre israélien le 15 février. Mahmoud Abbas a pour sa part réaffirmé son attachement à cette solution lors de son premier entretien téléphonique avec Trump. Au Kazakhstan, un troisième cycle de pourparlers de paix sur la Syrie s'est ouvert aujourd'hui à Astana en l'absence des rebelles, ce qui laisse peu d'espoir pour une avancée notable dans la résolution du conflit. Le chef de la délégation du régime Bachar al-Jafari a dénoncé la décision des rebelles de boycotter la rencontre tout en assurant que des progrès pouvaient être accomplis en leur absence. Les détails dans ce commentaire. Avec ou sans la participation des factions armées, l'absence des rebelles à Astana démontre l'indécence de leur politique. C'est ce qu'a déclaré mardi le chef de la délégation du régime, Bachar el-Jafari, lors d'un troisième cycle de pourparlers de paix sur la Syrie qui s'est ouvert à Astana en l'absence des rebelles, ce qui laisse peu d'espoir pour une avancée notable dans la résolution du conflit. Le négociateur en chef du régime a ajouté que les participants discuteront cette fois encore de la séparation entre l'opposition et les terroristes, une demande formulée à de nombreuses reprises par Damas auprès des rebelles. De son côté, un porte-parole des rebelles, Oussem Abou Zeid, a justifié lundi le boycott des négociations d'Astana par des promesses non tenues liées à la cessation des hostilités en Syrie. L'envoyé spécial de l'ONU, Staffan de Mistura, a déclaré s'attendre à ce que la lutte antiterroriste et des possibilités concrètes d'échange de prisonniers et de personnes enlevées soient abordées à Astana. Les précédentes rencontres d'Astana s'étaient concentrées sur le renforcement d'une fragile trêve instaurée en décembre entre forces de Bachar el-Assad et groupes rebelles, mais menacée par des flambées régulières de violence. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a pour sa part déclaré aux journalistes mardi que les pourparlers sont rendus vraiment compliqués par les différences qui existent dans les approches des différentes parties. En outre, M. de Mistura a convié le gouvernement syrien et les groupes d'opposition à un 5e round de négociations sous l'égide de l'ONU à Genève le 23 mars. Elle s'en fout, il n'y a pas de... Les forces irakiennes ont annoncé aujourd'hui avoir repris l'organisation terroriste Daesh, la gare de Mossoul, inutilisée depuis l'arrivée des terroristes dans la grande ville du Nord, mais qui fut autrefois l'une des plus importantes du pays. Un commandant de la police fédérale a indiqué que ses troupes avaient repris la gare ferroviaire ainsi qu'une gare routière à proximité, toutes deux situées au sud-ouest de la vieille ville. Construite dans les années 1940, la gare ferroviaire avait fait l'objet de nombreuses attaques terroristes avant même l'arrivée de Daesh en 2014. Notons que les forces irakiennes appuyées par une coalition internationale sous commandement américain ont lancé le mois dernier une offensive pour reprendre le contrôle de l'ouest de Mossoul. Les troupes loyales au maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, ont lancé aujourd'hui une offensive pour reprendre deux importants sites pétroliers du nord-est du pays, dont s'étaient emparés début mars des groupes armés rivaux.
Un porte-parole des forces pro-Haftar a annoncé que les forces terrestres, navales et aériennes menaient des attaques conjointes pour purger le port de Ras Lanouf des groupes terroristes, précisant que l'offensive visait aussi le port d'Al-Sedra. Il avait plutôt indiqué que le maréchal Khalifa Haftar avait donné ses ordres ce matin pour libérer le croissant pétrolier. Les brigades de défense de Benghazi, les BDB, s'étaient emparées le 3 mars du complexe pétrolier de Ras Lanouf, qui comprend surtout un aéroport et un port, ainsi que du port proche d'Al-Sedra. Depuis, l'armée nationale libyenne autoproclamée par le maréchal Haftar s'était contentée de mener des raids aériens quotidiens sur des positions des BDB sans parvenir à les chasser. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghit, a appelé aujourd'hui à une démarche arabe rapide en vue d'acheminer des aides humanitaires à la Somalie pour faire face à la sécheresse qui ravage ce pays. Aboulghit a aussi appelé les pays arabes à poursuivre leur solidarité avec la Somalie et lui offrir l'aide nécessaire, soit à travers l'ONU, soit directement. Selon le porte-parole du chef de la Ligue arabe, ces démarches interviennent dans le cadre des efforts déployés par l'organisation panarabe en vue de mobiliser le soutien arabe, islamique et international pour sauver le peuple somalien. La Turquie se montrait aujourd'hui intraitable dans la crise avec les Pays-Bas en annonçant des sanctions diplomatiques contre ce pays et en accusant l'Union européenne de parti pris dans la brouille au sujet de meetings pro-Erdogan en Europe. L'Union européenne a été accusée aujourd'hui par le ministère turc des Affaires étrangères d'alimenter la xénophobie et les sentiments anti-turcs pour avoir enjoint Ankara la veille de s'abstenir de toute déclaration excessive. Un commentaire. Après avoir concentré leurs attaques sur les Pays-Bas pour avoir empêché des ministres turcs de participer à des rassemblements électoraux sur leur sol, les responsables turcs s'en sont pris aux responsables européens et ont exprimé leur solidarité avec la Haye face aux accusations de nazisme et de fascisme proférées par le président Recep Tayyip Erdogan. Ainsi, l'Union européenne a été accusée mardi par le ministère turc des Affaires étrangères d'alimenter la xénophobie et les sentiments anti-turcs pour avoir enjoint Ankara la veille de s'abstenir de toute déclaration excessive. L'Allemagne, dont la chancelière Angela Merkel a exprimé sa solidarité avec son homologue néerlandais dans le bras de fer avec Ankara, a aussi essuyé lundi soir les foudres de Erdogan, qui a repris l'accusation de nazisme qu'il avait pour la première fois lancée le 5 mars après l'annulation de meetings électoraux par des villes allemandes. Erdogan s'en est aussi pris personnellement à Angela Merkel, l'accusant d'abriter des militants de la cause kurde et des putschistes impliqués dans le coup d'État avorté du 15 juillet en Turquie. La crise aux Pays-Bas est survenue quelques jours avant les élections législatives qui sont prévues mercredi et où le parti du député islamophobe Geert Wilders est donné en deuxième place par les sondages. Après avoir agité pendant 3 jours la menace de sanctions contre la Haye, les autorités turques sont passées à l'acte lundi soir en annonçant une série de mesures. Le vice-premier ministre turc, Numan Kurtulmuş, a ainsi fait savoir que l'ambassadeur néerlandais à Ankara, actuellement à l'étranger, ne serait plus autorisé à revenir en Turquie. Il a aussi annoncé la suspension des relations au plus haut niveau, les rencontres prévues au niveau ministériel. Il a précisé que la Turquie souhaitait une enquête sur les événements des derniers jours. La première ministre britannique Theresa May s'adresse aujourd'hui à la Chambre des communes, mise en difficulté par la demande de référendum d'indépendance de l'Écosse qui vient compliquer le Brexit. Tous les médias britanniques faisaient aujourd'hui leur une sur cette demande de la première ministre écossaise Nicola Sturgeon, lancée hier, qui chamboule le jeu
et fait peser la sérieuse menace d'un éclatement du Royaume-Uni. Shahinaz Ismail nous donne les détails. Bas les pattes de notre Brexit, Nicolas, titre le Daily Mail, dénonçait le cynisme de la première ministre écossaise Nicola Sturgeon, qui exige le référendum d'indépendance de l'Écosse. Le Daily Telegraph s'attend, lui, à une nouvelle bataille pour le Royaume-Uni. Le Guardian, pro-Union européenne, estime, lui, que la victoire de Mme May au Parlement a été éclipsée par Mme Sturgeon, qui a su saisir le moment stratégique pour faire son annonce. La première ministre britannique Theresa May s'adresse aujourd'hui à la Chambre des communes, mise en difficulté par la demande de référendum d'indépendance de l'Écosse qui vient compliquer le Brexit. Les deux chambres du Parlement ont en effet voté sans heurts le projet de loi permettant à la première ministre conservatrice de déclencher l'article 50 du traité de Lisbonne qui lance le divorce avec l'Union européenne. Madame May doit à présent intervenir devant les élus britanniques pour leur rendre compte du dernier sommet européen qui s'est déroulé la semaine dernière à Bruxelles. Reste maintenant à savoir quand précisément elle compte notifier à Bruxelles le départ de son pays, après plus de 40 ans d'une relation tourmentée. Côté Downing Street, on insistait lundi sur le fait que les déclenchements interviendraient à la fin du mois de mars, alors qu'il est théoriquement possible à tout moment. Selon des sources gouvernementales citées par les médias britanniques, ce petit délai serait lié à la volonté d'éviter que l'annonce du divorce n'interfère avec les élections aux Pays-Bas mercredi et les célébrations du 60e anniversaire du traité de Rome le 25 mars. En France, le candidat de la droite à la présidentielle, François Fillon, a été inculpé aujourd'hui, notamment pour détournement de fonds publics, dans l'enquête sur les soupçons d'emploi fictif de son épouse et ses enfants. La mise en examen est intervenue ce matin et l'audition a été avancée pour qu'elle se déroule dans des conditions de sérénité, selon l'avocat du candidat conservateur, qui s'était dit ces derniers jours déterminé à aller jusqu'au bout de sa campagne. François Fillon a été inculpé notamment de détournement de fonds publics, recel et complicité d'abus de biens sociaux et manquement aux obligations déclaratives à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Fillon s'était dit ces derniers jours déterminé à aller jusqu'au bout de sa campagne, même en cas d'inculpation. Il est le premier candidat majeur à une élection présidentielle à concourir avec le poids d'une inculpation sur ses épaules. En Corée du Sud, le parquet a annoncé aujourd'hui qu'il allait convoquer l'ex-présidente Park Geun-hye, dont la destitution vient d'être validée par la plus haute instance judiciaire à la suite d'un méga scandale de corruption pour l'entendre et en tant que suspecte. Madame Park est soupçonnée d'avoir été la complice de la confidente de l'ombre au cœur de cette affaire de corruption et de trafic d'influence qui a précipité sa descente aux enfers. Marwa Arafa et Perihan Farouba. Le parquet sud-coréen a annoncé mardi qu'il allait convoquer l'ex-présidente Park Geun-hye, dont la destitution vient d'être validée par la plus haute instance judiciaire à la suite d'un méga scandale de corruption pour l'entendre en tant que suspecte. En confirmant vendredi sa destitution, la Cour constitutionnelle l'a privée du même coup de l'immunité présidentielle qui l'a protégée d'éventuelles poursuites. Selon le porte-parole du bureau des procureurs, ils vont décider mercredi du moment où il faudra convoquer l'ancienne présidente Park et l'informer du district central de Séoul et elle sera convoquée en tant que suspecte. Le scandale est centré sur l'amie de 40 ans de Madame Park, Choi Soon-sil, elle-même jugée pour avoir donné des millions de dollars à de grands groupes industriels comme le géant Samsung. Madame Park, 65 ans, avait été destituée le 9 décembre par l'Assemblée nationale. Des millions de Sud-Coréens étaient descendus dans la rue pour réclamer son départ. L'ancienne présidente est accusée d'avoir accordé des faveurs politiques au capitaine d'industrie qui avait payé Madame Choi, parmi lesquels Lee Yang-yong, l'héritier du premier conglomérat sud-coréen Samsung.
Madame Lee a été placée en détention provisoire et inculpée entre autres pour corruption. Lorsqu'elle était présidente, Madame Park avait refusé de répondre aux questions des enquêteurs spéciaux qui étaient chargés des investigations en dépit de leurs demandes répétées en ce sens. Une partie de la classe politique et des médias sud-coréens ont accusé Madame Park d'avoir adopté une attitude de défi face à la décision de la Cour constitutionnelle.